Bienvenue dans le débat. Prenez l'effort que vous jugez raisonnablement nécessaire pour faire décoller votre projet. Mhm. L'objectif financier qui, disons, vous semble atteignable, multipliez ce chiffre par 10. C'est l'essence même de la fameuse règle du 10x, cette philosophie d'hypercroissance. Popularisé par Grant Cardone, oui. Exactement, mais aujourd'hui, on ne va pas simplement survoler ce concept comme une formule magique de motivation, nous allons le soumettre à l'épreuve de la réalité. Et c'est là que ça devient intéressant. Voilà, la réalité de l'entrepreneur ambitieux qui n'a presque aucune ressource, peu de capital, un temps limité. Moi, je défends l'idée que l'action massive, cette multiplication déraisonnable des efforts, c'est le seul véritable moteur pour générer une gravité suffisante afin d'échapper à la médiocrité. Je vois. Bonjour à tous au passage. Bonjour. Parce que multiplier ses actions par 10 quand on a les poches pleines, c'est une chose. Mais pour le fondateur qui jongle avec ses dernières économies, je suis convaincu qu'une action massive, si elle est dépourvue d'une planification stratégique chirurgicale, c'est la voie la plus rapide vers l'épuisement. Vous pensez que c'est forcément l'épuisement ? Vers l'échec critique, oui. Travailler intelligemment, optimiser ses rares leviers, c'est ce qui sépare l'audace entrepreneuriale de l'inconscience pure et simple, en fait. Sauf que, on oublie souvent un détail crucial sur la nature de l'action à ses débuts. Lequel ? Elle n'est pas censée être parfaitement ordonnée. Je veux dire, quand on analyse cette philosophie, l'action massive, ce n'est pas juste une métrique d'intensité corporelle ou le fait de ne pas dormir. Ouais. C'est une véritable stratégie de différenciation sur le marché. Prenez l'ambition initiale derrière SpaceX ou Tesla. D'accord, l'exemple classique. Oui, mais l'idée, ce n'était pas d'optimiser de 5% le rendement d'un moteur grâce à une planification prudente. C'était de viser une échelle tellement massive, coloniser une autre planète, électrifier le parc mondial, que cette démesure même a attiré les ingénieurs. Elle a attiré les capitaux, l'attention. L'action massive a généré une force d'attraction qui a comblé le manque initial de ressources, quoi. L'élan qu'on pense que la planification ne peut tout simplement pas prévoir. C'est un exemple fascinant, mais écoutez, soyons très clairs sur ce qui se passe dans les coulisses de ces entreprises. Allez-y. Si vous nous écoutez aujourd'hui et que vous avez, disons, 3 mois de trésorerie devant vous pour valider votre produit, entendre viser Mars et travailler 100 heures par semaine, ça doit vous sembler terrifiant, Terrifiant, oui, mais nécessaire, hein. voire irresponsable. Et à juste titre. Ce n'est pas l'action frénétique qui attire les capitaux, c'est l'exécution impitoyablement ciblée d'une vision. Regardez comment Amazon a été bâti. Par l'action massive de Bezos, justement. Non, attendez, ce n'était pas une action dispersée dans tous les sens. C'était la construction maniaque et quotidienne d'un cercle vertueux, une flywheel extrêmement précise où chaque livre vendu servait à améliorer l'infrastructure logistique. C'est vrai. Si vous avez peu de ressources, le volume d'action brute ne vous sauvera pas si vous poussez la roue dans la mauvaise direction. Chaque euro, chaque minute de votre attention, ça doit porter à 100%. Mais comment vous savez quelle est la bonne direction si vous n'avez pas encore frappé le marché avec suffisamment de force pour obtenir un écho ? C'est toute la question de l'analyse préalable. C'est surtout là que la gestion du risque entre en jeu, et je crois que c'est vraiment le cœur de notre désaccord. La prudence stratégique présuppose que vous avez les données pour planifier, mais dans l'innovation, ces données n'existent pas. Elle n'existe pas toujours sous forme parfaite, oui. La philosophie du 10X assume que l'échec n'est pas juste possible, il est le prix d'entrée. Prenons Thomas Edison. À Edison. Ces milliers de tentatives pour stabiliser l'ampoule électrique, ce n'était pas un échec de la planification. C'était une méthode empirique d'action massive pure et dure. S'il avait passé 5 ans à élaborer un modèle théorique parfait sur papier, pour économiser un peu de verre, Il l'aurait peut-être trouvé plus vite. il serait mort dans l'obscurité, paralysé par l'analyse. L'action massive est en réalité la méthode de réduction des risques les plus efficaces parce qu'elle multiplie la surface de contact avec la chance, vous voyez ? Je vois ce que vous dites, mais Edison avait le luxe de ces milliers de tentatives. Pas au début. Si, il disposait d'un laboratoire financé, de mécènes, il avait un filet de sécurité structurelle. L'entrepreneur indépendant aujourd'hui, il n'a pas 1000 essais, il en a peut-être 3. 3, c'est déjà pas mal si on y va à fond. Je vous oppose la réalité des débuts de Walt Disney. Avant Mickey, il y a eu la faillite totale de son premier studio, l'Infogrames, et la perte humiliante des droits de son premier personnage à succès, Oswald le lapin chanceux. Oui, à cause d'un contrat mal lu. Exactement. Simplement parce qu'il n'avait pas lu les contrats de distribution.
Il avait l'action massive, il avait l'obsession, la créativité débordante, mais son manque total de planification stratégique et juridique a littéralement anéanti son entreprise. C'est une erreur de débutant, certes. Pour la grande majorité des fondateurs, la faillite n'est pas un pivot élégant qui génère de la donnée, c'est la fin de la partie. C'est le retour au salariat pour éponger des dettes. Une analyse de risque basique leur est protégée. C'est indéniable que la perte de Swald était une erreur. Mais attendez, sans cette fureur créative, sans cette production massive d'animation au départ, il n'y aurait même pas eu de personnage à se faire voler. C'est un argument circulaire. Non, je crois qu'on doit regarder en face ce qui motive réellement cette fameuse prudence dont vous parlez. L'approche d'Isix met brillamment en lumière la nature de nos peurs. Nos peurs. Oui, La plupart du temps, ce qu'on appelle planification stratégique prudente, ce n'est rien d'autre qu'une procrastination sophistiquée. Un masque socialement acceptable pour cacher notre terreur viscérale du rejet. oh, je ne suis pas du tout d'accord avec cette lecture psychologisante. Mais si, on fait des tableaux Excel à l'infini parce qu'on a peur de décrocher le téléphone, de se faire raccrocher au nez 50 fois dans la journée. L'action massive force le fondateur à confronter la réalité brute, au lieu de se réfugier dans l'illusion de contrôle d'un business plan de 60 pages. Réduire la stratégie à de la peur ou de la procrastination, c'est une rhétorique très séduisante, mais c'est un sophisme. Un sophisme ? Absolument, oui. L'hyperplanification peut être une échappatoire, je vous l'accorde. Mais affronter ses peurs personnelles, c'est une question de courage psychologique. Ça ne dispense en rien des mathématiques fondamentales de la gestion d'entreprise. Les mathématiques s'ajustent avec le volume ? En fait, j'irais même jusqu'à dire que l'hyperactivité est souvent la véritable fuite en avant. On s'agite, on lance 10 projets en même temps, on s'épuise en appel à froid non qualifié juste pour se donner l'illusion d'avancer. Ça, c'est de l'agitation, pas de l'action massive. La frontière est mince. La vraie prudence stratégique, c'est d'avoir le sang-froid extraordinaire de s'asseoir, d'analyser froidement la viabilité d'un modèle économique et de dire non à 90% des idées excitantes pour se concentrer sur les 10% qui vont réellement déplacer l'aiguille pour l'entreprise. J'aime beaucoup cette image de l'aiguille à déplacer parce que ça soulève immédiatement le problème mécanique de l'exécution. Admettons que vous ayez surmonté le risque de départ. Vous avez votre cap. Très bien. J'utilise souvent cette analogie. Imaginez que votre fameuse stratégie prudente, c'est une carte géographique absolument parfaite. Chaque itinéraire est optimisé. C'est le but de la stratégie, en effet. Mais si vous n'avez pas d'essence dans le moteur de votre véhicule, et cette essence, c'est la philosophie de l'action massive, l'énergie déraisonnable, vous allez rester garé sur le parking et admirer votre magnifique carte. Sauf que Et pour aller plus loin, je soutiens que ce n'est pas la carte qui vous dit où sont les obstacles en temps réel, c'est le fait de rouler vite. L'action massive agit comme un radar de marché. un radar. Oui, elle envoie des signaux à haute fréquence. Et ce sont les collisions, les retours clients, les échecs rapides qui génèrent la véritable donnée nécessaire pour dessiner cette carte. Sans volume d'action brute au préalable, votre stratégie, c'est juste une hypothèse formulée dans le vide de votre bureau. La métaphore est excellente, mais poussons-la jusqu'au bout, justement. Je vous en prie. Dans le contexte de notre entrepreneur aux ressources limitées, si je n'ai qu'un seul et unique litre d'essence dans mon réservoir, Ce qui est souvent le cas. ce qui définit très exactement la contrainte d'une start-up amorcée sur fonds propres, eh bien je ne vais absolument pas appuyer sur l'accélérateur à fond dans la première direction venue, juste pour activer mon radar. Mais si vous n'avancez pas, Ce serait du suicide. Je vais utiliser mon intelligence et ma carte pour identifier la route avec la pente la plus favorable. Je vais calculer comment attendre la station-service la plus proche avec ce litre exact. et si la carte est fausse? On l'ajuste en route mais sans brûler tout son carburant. L'action massive appliquée sans discernement brûle le capital physique et mental, ce qui nous amène à la réalité de la constance opérationnelle. D'accord. Maintenir un niveau de production décuplé jour après jour, ça mène tout droit au burn-out si ce n'est pas canalisé par des processus et une priorisation impitoyable. Vous parliez d'intensité, je vous réponds par la productivité durable. La productivité durable, c'est parfois un mythe. Courir à 200 à l'heure droit dans un mur n'a jamais fait de vous un pilote de course. Sauf que le burn-out arrive souvent, non pas parce qu'on travaille trop, mais parce qu'on n'a pas de résultat à la hauteur de ses efforts. Ah, c'est un point de vue intéressant. Précisément parce que les objectifs initiaux étaient trop timides pour générer une véritable traction. Prenez Serena Williams. Elle ne visait pas à faire une belle carrière équilibrée. On change de domaine là. Mais la psychologie est la même. Elle s'entraînait jusqu'à l'épuisement total parce que son objectif était la domination absolue de son sport. Dans le monde des affaires, la constance, ce n'est pas le maintien d'une vitesse de croisière confortable.
Mais une entreprise n'est pas un match de tennis. C'est un engagement déraisonnable. Si vous n'êtes pas épuisé par l'envergure de ce que vous essayez d'accomplir, c'est probablement que le marché ne vous remarque même pas. L'élan continu, massif, ça force la porte des opportunités. Comparer la physiologie d'une athlète de classe mondiale, entourée de nutritionnistes et de médecins, à la gestion d'une jeune entreprise, c'est trompeur. C'est une question de mentalité. La récupération fait partie de la stratégie de l'athlète. Pour un fondateur, s'il s'effondre physiquement ou mentalement parce qu'il a appliqué la règle du 10X de façon littérale, sans structurer son entreprise pour opérer indépendamment de lui. L'entreprise meurt avec lui, oui, on le sait. Exactement. La résilience véritable, ce n'est pas de subir passivement la destruction de sa santé au nom de l'action. C'est d'avoir l'acuité d'optimiser ses ressources pour survivre suffisamment longtemps, afin de voir sa stratégie payer. Mais l'optimisation ne suffit pas quand il faut faire un saut quantique de croissance. Et c'est là que la dynamique de l'action massive devient le seul choix logique, même mathématiquement parlant. Mathématiquement ? Mhm. Expliquez-moi. Exploisons cet aspect. Si je suis un fondateur et que mon objectif prudent est d'augmenter mes revenus de 10% cette année, ma stratégie sera linéaire. Je vais optimiser mon taux de conversion, je vais demander à mon équipe de vente de passer quelques appels de plus. Ce qui est une croissance saine. Oui, mais si, selon le principe du 10X, je me fixe l'objectif déraisonnable de m'étendre sur 10 nouveaux marchés internationaux d'ici la fin de l'année, C'est de la folie avec des ressources limitées. mon paradigme opérationnel vole en éclats. Je ne peux physiquement pas embaucher assez de vendeurs avec mes ressources actuelles, donc cet objectif gigantesque me force à trouver ce qu'on appelle une solution asymétrique. Il m'oblige à abandonner le modèle classique et à créer par exemple un produit logiciel entièrement libre-service. L'exigence de l'action massive a forcé une innovation architecturale que l'objectif prudent des 10% m'aurait complètement masqué, quoi. Le but déraisonnable crée l'ingéniosité. C'est un scénario très idéaliste. Mais dans les faits, la dispersion est le principal prédateur de la jeune entreprise. Vous trouvez que c'est de la dispersion alors ? Totalement. L'exemple de l'expansion sur 10 marchés, c'est exactement le type d'orgueil démesuré qui tue les boîtes. Vous parlez de créer un logiciel en libre service comme si ça se faisait d'un claquement de doigts sous la pression. Ça demande de l'effort, bien sûr. Construire une solution asymétrique demande un niveau de concentration, de recherche de l'adéquation produit-marché, le fameux Product Market Fit, qui est totalement incompatible avec le fait d'essayer de gérer les contraintes de 10 pays simultanément. C'est un exemple de changement d'échelle. Vouloir attaquer 10 marchés quand on a la bande passante pour un seul, c'est diluer son impact jusqu'à l'insignifiance. Le meilleur exemple d'une résilience puissante, c'est celui de l'auteur de Harry Potter, J.K. Rowling. Ah oui, Face au rejet constant des éditeurs, elle n'a pas décidé d'écrire 10 manuscrits moyens en même temps sous prétexte d'action massive. non, en effet. Elle a concentré toute son énergie, toute son attention sur un seul et unique actif de haute qualité. Elle a employé une stratégie extrêmement concentrée pour percer le mur. Sauf que, et c'est là que votre propre exemple vous contredit, son action massive ne résidait pas dans la multiplication des manuscrits, elle résidait dans l'obstination inouïe de la distribution. C'était ciblé. N'importe quel esprit prudent ou stratégique se serait arrêté après le 5e ou le 10e refus des plus grandes maisons d'édition londoniennes. La stratégie aurait dicté que le marché avait rejeté le produit, le fameux radar dont on parlait, et qu'il fallait pivoter vers un travail plus stable. Elle croyait en son produit. Mais sa logique relevait bien du 10X. Le refus d'accepter la probabilité de base, la décision de multiplier les soumissions jusqu'à forcer l'anomalie statistique. Elle n'a pas réécrit le livre à chaque refus en suranalysant la demande. Non, elle ne l'a pas fait. Elle a saturé son canal d'acquisition par une action répétée jusqu'à la victoire. C'est l'essence même de refuser le statu quo par l'action massive. Écoutez, je vous accorde que sa persévérance dans la distribution était exceptionnelle. Mais ça prouve mon point. L'effort massif était concentré sur un point d'application unique et très précis. Mais massif quand même. Oui, mais soutenu par la conviction viscérale de la qualité de son travail de fond. Ce n'était pas un bombardement à l'aveugle avec des produits à moitié finis. C'est là toute la nuance. L'action ne devient une force motrice que lorsqu'elle est canalisée. Je vois où vous voulez en venir. L'eau qui s'écoule massivement dans une plaine crée un marécage. L'eau canalisée dans un défilé étroit, ça crée un barrage hydroélectrique. Cette image du barrage, je dois dire qu'elle illustre parfaitement la tension permanente qui pèse sur les épaules de celui ou celle qui crée à partir de rien. Tout à fait. Il faut générer la tempête d'eau par l'action, tout en construisant le barrage par la stratégie. C'est le dilemme quotidien. Absolument. Et c'est ce qui rend l'entrepreneuriat si incroyablement difficile et, franchement, intellectuellement stimulant. C'est clair.
Si nous devons tirer une conclusion quant à la viabilité à long terme d'un projet, je maintiens que l'action massive ne doit pas précéder la vision. Elle doit la servir. Dans un monde idéal, oui. Dans un environnement de pénurie, la contrainte de capital ne pardonne pas l'inefficacité. La survie repose sur la capacité du fondateur à isoler la variable critique de son marché et à y allouer la totalité de ses faibles ressources avec une précision chirurgicale. Ce n'est pas le fait de faire 10 fois plus de choses qui sauve l'entreprise. C'est le fait de faire la bonne chose. De faire la bonne chose 10 fois mieux que la concurrence. Et de mon côté, je reste profondément convaincu que, face au mur de l'indifférence du marché, la précision seule est souvent inaudible. La perfection n'a pas d'écho si elle ne fait pas de bruit. Ça se défend. L'engagement total, imparfait, chaotique, mais d'une intensité démesurée, c'est l'étincelle vitale. C'est cette attitude implacable du 10X qui permet d'arracher l'entreprise à l'attraction terrestre de l'échec initial. Mais à travers notre échange, une synthèse s'impose naturellement, je crois. Laquelle ? Nous sommes en accord absolu sur le fait que la médiocrité, le fait de se contenter du minimum requis ou de faire juste assez pour survivre, c'est la véritable cause de mort des entreprises. Tout à fait. Que l'on soit un ingénieur de la stratégie cherchant le levier parfait ou une force de la nature forçant les portes de l'industrie par le volume brut de son travail, Oui, les deux approches exigent un rejet total de la complaisance. L'inaction, surtout lorsqu'elle est dissimulée sous couvert de fausse prudence, c'est le seul échec dont aucune entreprise ne se relève jamais. C'est un constat qui résonnera certainement chez tous ceux qui sont sur le terrain en ce moment. La véritable innovation, le succès qui défie les statistiques, ça naît justement dans la friction entre ces deux forces. Absolument. C'est l'action massive qui déclenche le moteur et c'est la stratégie rigoureuse qui empêche le véhicule de se disloquer à haute vitesse. Il appartient à chaque fondateur d'évaluer, selon son marché et sa propre tolérance au risque, à quel moment il doit accélérer à l'aveugle pour sortir de la boue et à quel moment il doit regarder sa carte pour ne pas tomber dans le ravin. Merci de nous avoir rejoints pour cette exploration en profondeur. À très bientôt dans le débat.